Bienvenue face aux Outre-mer. C'est la rencontre avec une personnalité politique nationale pour l'amener à développer sa vision des Outre-mer. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la France Insoumise et à nouveau candidat à l'élection présidentielle. En 2022, vous aviez rassemblé 40% des suffrages au premier tour de la présidentielle dans les Outre-mer et jusqu'à 56% en Guadeloupe. Vous portiez alors le thème de la créolisation, un thème cher au Martiniquais Édouard Glissant. Désormais, vous incarnez cette nouvelle France que vous définissez notamment comme décoloniale. À Saint-Denis, lors de votre premier meeting de campagne, vous avez esquissé une relation rénovée entre l'Hexagone et les Outre-mer, une relation qu'on va longuement développer dans cette émission, à commencer par la Nouvelle-Calédonie. Et la Calédonie, Kanaki, ira vers l'indépendance. Alors concrètement, Jean-Luc Mélenchon, entrons dans le vif du sujet. Si vous êtes élu président de la République dans un an, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour amener la Nouvelle-Calédonie vers l'indépendance ? Est-ce que c'est un simple décret ? Est-ce qu'on repart vers un nouvel accord de 25 ans avec l'indépendance au bout ? Comment vous comptez vous y prendre ? Bon, je pense il y a eu beaucoup de travail de fait. Et jusqu'à ce que les mauvaises manières du pouvoir en place, les mauvais conseils qu'ils reçoivent des exagérés anti-indépendantistes sur le territoire, des choses avancées. Et je le dis alors que tout le monde connaît tout ce qui me sépare de M. Manuel Valls, il avait fait du travail. Avec Bougival. Voilà, il avait fait du travail et il était allé dans une direction qui était surprenante par son audace. Pas parce que c'était très neuf ce qu'il proposait, mais la conclusion était l'indépendance association. Ça, depuis les années 80, vous êtes plutôt d'accord avec cette idée ? L'indépendance association, c'est une très vieille histoire. C'est avant même qu'il y ait Djibaou Lafleur, c'était Pisani qui avait inventé ça. Et à l'époque, beaucoup de gens lui ricanaient au nez en disant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, indépendant ou association ? Il faut choisir. » Et Valls a fait avancer... Alors après, il y a eu plein de maladresses et plein de partis pris pour empêcher. Mais je demande qu'on réfléchisse à l'énormité que c'est. Donc il y avait un accord pour l'indépendance association. Alors une fois qu'on sait vous, que c'est toujours la meilleure idée pour aboutir. En tout cas, c'est celle sur laquelle il s'était accordé. Ce dont il faut bien ne jamais se départir, c'est de la nécessité d'un accord. Pourquoi ? Parce que le peuple français a voté dans son ensemble. Et il a déclaré qu'il y avait deux peuples sur le territoire, ce qui est une exception unique pour l'instant en France. Et deuxièmement, qu'il y avait une situation coloniale, l'un dominant l'autre. Ça, c'est les accords de Matignon. Un geste magnifique avait été fait par la partie kanak en disant « Nous nous intégrons dans un peuple calédonien, on va dire, ce qu'ils appelaient les victimes de l'histoire, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais exploité personne, se trouvent là, sont nés là, personne ne choisit l'endroit où il est, c'est comme ça. » Et je trouve que ce geste d'ouverture était sans précédent aussi dans l'histoire des violences décoloniales de la France. Alors, et du coup, est-ce que vous moi, ça me paraît d'une simplicité absolue. Ouais. Ce qui m'a frappé, c'est que le débat était au mauvais endroit, puisque je ne parle pas des élections ni de tout ça. On va laisser cette question de côté pour se concentrer sur la question de l'indépendance association. Dans indépendance association, il y a indépendance et il y a association. Il faut le prendre dans cet ordre-là. Bon, mais alors apparemment tout le monde était d'accord. Mais je pose une question. Quand le peuple français a-t-il donné son accord ? À quel moment ? Alors comment est-ce que vous faites, une fois élu, peut-être à l'Élysée l'année prochaine ? Vous consultez les Français, vous remettez l'accord de Bougival. Attendez, je demande comment tendre. Parce qu'il y a deux parties dans cette affaire. Il y a le peuple français et le peuple calédonien, pour résumer et ne blesser personne. Les deux points consultés. C'est-à-dire la Kanaki, partagée entre deux camps politiques. Bien. Donc, moi, je suis un élu, j'ai été un élu de la République française. Je pose la question, et je demande aux Kanaks comme aux autres de m'entendre, quand le peuple français a-t-il donné son avis ? Le peuple français n'est pas un décor. Et la France, ce n'est pas seulement ceux qui le gouvernent. La République n'appartient pas à celui qui la préside. Dès lors, il faudrait commencer par l'indépendance. Et l'indépendance, il faudrait demander aux Français, dans leur ensemble, s'ils sont d'accord pour que
la Kanaki Nouvelle-Calédonie, je l'appelle comme ça, je sais que le Congrès du territoire a décidé que c'était Calédonie, par respect je dis Calédonie, Kanaki, voilà. Il faut donc que d'abord le peuple français Ça, se c'est la prononce. première étape. Dans les 6 mois, dans les 1 an, après votre élection, Oh non, le non, non, peuple ça va français aller en très, général très vite. devra voter oui ou non à l'indépendance de la Moi, Calédonie. mon souci numéro 1, c'est dans la relation à l'ensemble des territoires et départements d'outre-mer, de sortir définitivement de la violence. Donc, plus vite on règle les problèmes, plus vite on met en place un cadre, plus vite on est tranquille pour discuter sérieusement du reste. Alors, si le peuple français vote en faveur de l'indépendance, comme il y aura de très nombreuses organisations pour le recommander, et que l'indépendance est acquise par le peuple français, Qu'est-ce qui se de passe après? facto, Ouais. la Calédonie sera indépendante. On peut... Mais à quoi ça servirait, puisque la décision est prise? Donc je demande bien que tout le monde entende. Il y a 2 parties dans cette affaire. La France n'est pas un décor. C'est elle qui a envahi en tant que nation. Et c'est elle qui doit décoloniser. Dans son ensemble, le peuple doit se prononcer. Une fois qu'on en sera là, c'est très facile d'ouvrir la discussion à propos des méthodes de l'association. Je suis plus qu'un autre sans doute conscient de cela. Je connais bien le dossier de la Calédonie Kanaki, je m'y intéresse et je participe au débat parlementaire sans exception depuis 1986. Ah oui. Et tout le monde sait que j'avais une relation amicale avec Jean-Marie Djibaou, qui m'est arrivé une fois ou l'autre de faire un peu de la liaison, quoi, par un canal qui était là. Voilà. Voilà. Mais ma si on méthode. résume, première étape, référendum national sur l'indépendance Oui. oui ou non à la Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, on entame des discussions pour Oui. peut-être arriver à une indépendance, à une association privilégiée avec la écoutez, France. sinon, quelle est la situation? Depuis quand les Français décideraient-ils qu'ils sont une nation curieuse qui contiendrait une autre nation ayant son siège aux Nations Unies, ayant sa monnaie? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand est-ce qu'on a décidé d'être un État fédéral contenant un autre pays? Tout ça est absurde. Personne n'a l'air de s'en être soucié. Et les grands patriotes que j'entends ici ou là, pas un ne se dit mais les Français là-dedans, ils ont des droits. Après l'association, c'est pas le plus dur à organiser. On connaît en gros les contours de ce que ce sera. Bien sûr qu'il continuera à y avoir des transferts de moyens financiers. Ça va de soi. Nous ne pouvons pas décider qu'on n'en a plus rien à faire d'un territoire avec lequel on a vécu. On ne coupe pas le robinet d'une minute à l'autre après le deuxième Mais non, après le référendum. et puis ça n'existe pas, tout plus. ça. Ce sont des histoires de gens qui n'ont rien appris de l'histoire et qui sont des violents pour la violence. Lorsque l'indépendance de l'Algérie s'est faite, et ce fut quelque chose de particulièrement cruel et dur à vivre pour les populations d'origine européenne, et extraordinairement joyeux et enthousiasmant pour le peuple algérien qui venait de gagner sa guerre. Mais on aurait pu penser que les choses en étaient à un point où plus personne ne se parlerait. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Et justement, Sonia Backes, l'une des leaders du mouvement des non-indépendantistes, vous a dit non, ce n'est pas Paris qui décide pour nous. Et puis on a beaucoup reproché, pour rester sur les non-indépendantistes, sur la question, justement, vous l'abordiez, on en fait quoi de ces non-indépendantistes? Vous avez connu cet exil forcé au lendemain d'une indépendance, celle du Maroc, quand vous étiez enfant. Moi, d'Algérie, parce que ma famille était en Algérie, moi je suis du Maroc. Justement, comment est-ce que vous répondez à cette crainte qui peut exister parmi ces je leur réponds non-indépendantistes? que le meilleur moyen de régler cette question, c'est de ne pas provoquer de guerre avec le peuple kanak. La cruauté, la brutalité, les injures, le racisme, tout ça, c'est de trop. Car il y a dans la démarche kanak quelque chose qui est unique dans notre histoire. C'est que c'est eux qui tendent la main. Et ils le font en qualifiant de victimes de l'histoire. Donc, ce que je crois profondément, c'est que les Kanaks sont partisans de la vie en commun, du moment que des règles de vie commune sont respectées. Je pense donc que la population d'origine européenne s'alarme en vain. Alors évidemment qu'aujourd'hui, c'est tellement tendu qu'on peut comprendre. Mais les choses n'en seraient pas arrivées à ce point si on ne s'était pas à ce point désintéressé de la réaction des Kanaks. Parce que quand le président Macron décide de faire des élections, un référendum anticipé, il commet une erreur gigantesque. Et
bien des voix se sont chargées de lui dire « Vous faites une erreur, ne faites pas ça, ne considérez pas que quand les Kanaks vous disent « Nous sommes en période de deuil », vous dire « Oh, tout ça c'est de la comédie, je m'en fiche ». Non, il faut respecter les gens comme ils sont, dans leurs coutumes, dans leur manière d'être. Et puis, il y a les Kanaks et il y a les Océaniens aussi qui sont là. La France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie, avait dit Emmanuel Macron. Alors après, si vous me prenez par les sentiments, c'est une autre affaire. Pour ma part... Parce que oui, vous avez évolué comme sur la question de l'indépendance. Juste avant les 3 référendums, c'est ce que vous alliez dire, je crois. Vous disiez, si je faisais parler mon cœur, je dirais, restons ensemble. Dans le programme 2022 de l'Avenir en commun, vous disiez construire l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des référendums. Les 3 qui ont dit non à l'indépendance. Vous avez évolué sur cette question. Non, je dis toujours la même chose. Moi, j'ai de l'affection, de l'attirance pour la Kanaki, où j'ai de nombreux amis. J'ai créé des liens par la force des choses quand vous vous intéressez à l'histoire. Mais je dis tout le temps la même chose. L'indépendance est le point de passage obligatoire. Et je continue à dire, j'aimerais mieux qu'on n'ait pas tout gâché et qu'on aurait pu rester ensemble. Vous savez, il y a des territoires et des départements d'outre-mer qui n'envisagent nullement, si peu que ce soit, l'autonomie. Je pourrais prendre un exemple. On va en parler. Oui, par exemple, on va clore la page Nouvelle-Calédonie. Bon, on va la terminer en disant que moi, je leur souhaite de tout mon cœur paix, concorde, et je leur promets l'indépendance si je suis élu. Et si le peuple français vote pour l'indépendance, puisque c'est la condition. C'est le peuple français qui doit décider. On va très vite pour terminer cette partie. Michel Rocard, c'était la référence incontournable dans ce dossier. Vous, votre repère, c'est plutôt François Mitterrand. Il s'était rendu une fois en Nouvelle-Calédonie en janvier 1984. On écoute un extrait. On pouvait avoir le sentiment qu'il leur faudrait beaucoup de temps pour pouvoir de nouveau retrouver un langage. Ce matin et cet après-midi, ce langage, je l'ai entendu, celui du dialogue. Sera celui de la concorde. Il y a encore tout ce chemin à faire, mais seul le dialogue permettra d'aller au terme que nous nous sommes fixés. François Mitterrand, dans ce dossier, on l'a un petit peu oublié, c'est Michel Rocard qui prend toute la lumière. Est-ce que François Mitterrand, c'est une source d'inspiration pour vous dans ce dossier calédonien? Qu'est-ce qu'il vous inspire? Oui, parce que je l'ai vu faire, que j'ai eu l'honneur d'être ici et là, parfois sur un petit aspect ou l'autre, associé à ce qui se faisait. Je peux vous dire que c'était son affaire. Je ne veux pas réduire les mérites de Michel Rocard, parce que c'est quand même lui qui a été sur le front opérationnel. Mais il y avait des différences quand même entre les deux? Sans doute qu'il y en avait-il, mais moi, c'était pas mon propos. Moi, j'avais choisi une position politique. Le président Mitterrand, s'il y est, Michel Rocard, il n'y avait pas de faille. Peut-être que dans la conduite de l'affaire, il y avait des différences de point de vue, mais j'ai pas eu à en constater. Ce que je sais, c'est que j'ai saisi, peut-être parce que je suis pied noir d'origine, l'extraordinaire de cette situation, car il faut considérer Djibao dans toute sa modération, sa maîtrise de lui-même. On avait assassiné tous ses frères, quand même, il faut s'en rappeler, et dans des conditions horribles de l'assassinat. Et il se maîtrisait, il mettait en avant l'intérêt du peuple kanak. Mais j'ai aussi envie de dire que la fleur, ça m'a soufflé, parce que vraiment, c'était le dernier personnage dont j'attendais qu'il ait ce comportement de la main tendue. Jacques Lafleur, que vous qualifiez de provocateur dans les années 80. Oui, d'accord, moi j'ai dû le traiter de tous les noms aussi. Ça compte pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on apporte à notre peuple. On reste dans le même océan, l'océan Pacifique. La Polynésie française aussi figure sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser ou non autonomes. Moïtai Brotherson, le président indépendantiste de ce territoire autonome, a une question pour vous. Yorana, Monsieur Mélenchon, suite à l'élection présidentielle, au mois d'octobre, se tiendra aux Nations Unies la 4e commission. Est-ce que, devenu président de la République, vous accepterez d'ouvrir le dialogue de décolonisation aux Nations Unies suite à cette 4e commission, avec donc le représentant de la France, les représentants de la Polynésie et le représentant des Nations Unies, soit président du comité des 24, soit président de la 4e commission? Voilà, c'est ma question pour vous. Alors, pour expliquer, chaque année, cette commission se réunit à New York pour faire le point sur ces territoires non autonomes. Le représentant de la France est présent pour parler de la Nouvelle-Calédonie, mais quitte la salle quand il s'agit de parler de la Polynésie française, puisque la France ne reconnaît pas cette réinscription sur cette liste des pays non autonomes. Alors, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous accepterez d'aborder cette décolonisation de la Polynésie devant les instances de l'ONU? Oui, on verra, mais je suis un partisan, comme vous le savez,
de l'ONU, de son intercession. Bon, la position de la France, quand elle est constante, et là c'est le cas, la France commence pas avec moi, hein, et elle finira pas avec moi, fort heureusement. Donc il y a aussi des situations dont on hérite. Ce qui compte, c'est que notre pays ne soit jamais humilié. Vous êtes prêt à parler librement de décolonisation et d'indépendance D'abord, pour la je commence Polynésie? par vous parler de... si vous voulez bien qu'on parle de la France, je suis d'accord pour qu'on parle de tout ce qu'on veut. C'est un petit bout de France, oui, mais grand je comme l'Europe. serai élu président de la République française, donc de tous les Français, inclus les Polynésiens. Ce que je veux dire à M. Moïtai Breterson, c'est que, d'une part, je le respecte comme homme parce que je le connais. Je connais la force de ses convictions, même si des fois des gens ont pensé lui faire des reproches. Je les juge inappropriés. Je sais qu'il s'agit d'un indépendantiste. Et si on me pose la question de la décolonisation, Moïtai, je vous dis la chose suivante, si vous me permettez de vous appeler par votre prénom, nous n'avons besoin de personne pour parler. Car je suis d'accord avec vous. Tout ce qui est des symptômes de la permanence de la colonisation doit être discuté entre nous, car je m'engage à les lever toutes. Je ne crois pas à une France qui dominerait une partie de ses citoyens, et je l'ai dit, dès qu'un peuple le dit, le demande, par les voies démocratiques, normales, eh bien, il n'y a pas de sujet tabou. Si vous voulez être autonome, on en parlera. Si vous voulez être indépendant, on en parlera. Je n'enverrai pas la troupe, je n'enverrai pas la CRS 8, je n'enverrai aucune unité de violence, soi-disant de maintien de l'ordre. On a vu ce que ça donnait. Pourquoi ? C'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre mon message, parce que sinon, après, on part dans le décor et ça ne va pas. J'ai dit seulement quand, et la population le demande, la discussion s'ouvrira sur l'autonomie. Je n'ai pas l'intention de dire, moi, depuis ma position, toi, tu dois être autonome. Il y a des départements et des territoires qui ne demandent pas l'autonomie parce qu'ils se sont construits sur l'idée inverse, celle de l'égalité entre l'Hexagone et les populations locales. C'est le cas de la Réunion. Eh bien, parlons de l'autonomie, justement. Et comme vous l'avez dit, pour les autres territoires qu'ils souhaiteraient, vous avez parlé d'autonomie sans tabou. Une parenthèse, avant d'aborder la Guyane notamment, une parenthèse pour dire un mot de la Corse, puisque aujourd'hui, 16 janvier, l'Assemblée nationale examine un projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République. Alors Jean-Luc Mélenchon, vous, président, est-ce que vous mènerez cette réforme à son terme ? Oui, au départ, j'étais d'avis exactement inverse. Et dans une conception qu'on a qualifiée de jacobine, mais qui me fait toujours sourire quand on met cet adjectif, car Pascal Paoli, qui est le fondateur, d'une certaine manière, de l'idéal corse, était en jacobin et inscrit au club jacobin. Alors je vais dire d'une manière un peu... que ce soit la même pour tous, partout. Oui, mais j'ai un petit clin d'œil un peu là, on a la Corse, la Calédonie, la Guyane. Ne confondez pas, s'il vous plaît, le jacobinisme et le bonapartisme. Car l'autoritarisme centralisateur, c'est le bonapartisme qui lui-même était en Corse. Mais le jacobinisme n'était pas dans cette démarche. Maintenant, chaque territoire, alors, on ne peut pas discuter si on ne part pas d'une idée simple. En tout cas, autonomie de la Corse. Attendez, tous les territoires sont différents. La Corse, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis ? Parce que j'ai lu, on dit, il a changé du tout au tout. Ben oui, je ne suis pas borné. Je ne suis pas un bulot accroché après son rocher, comme certains. Qu'est-ce qui vous a changé d'avis ? Le vote des Corses, cette blague. 3 fois de suite, ils votent pour des autonomistes, massivement. Ils ont 3 députés autonomistes. Alors moi, qui suis-je ? Je vais dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il n'en est pas question. Je vous envoie, je ne sais pas quoi, moi, 3 contingents de CRS, et pourquoi ? Non, non et non. Il ne peut pas y avoir d'unité française dans la violence. Les gens qui ne veulent plus être français, ils le disent. Et ils ne le seront plus, mais ce n'est pas le cas de la Corse. Nous avons affaire à une demande d'autonomie étendue. Et j'ai dit à M. Gilles Simeoni, dont je suis extrêmement heureux d'avoir fait la connaissance ces 3 dernières années, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui d'abord avait de l'humour, ce qui dans ce genre de situation n'est pas le fait le plus banal. Mais je lui ai dit, et je lui redis depuis ce micro, respectueusement, Président, vous avez un problème, la Corse, moi aussi, si je suis le président de la République française. Mais vous avez un deuxième problème, c'est la France. Dans quelle France voulez-vous vivre en tant qu'île autonome ? Eh bien, moi aussi. Donc, vous et moi, nous avons exactement le même problème. Je n'ai qu'une condition politique à mettre sur quel que soit le processus d'autonomie. C'est la suivante.
pas de régression sociale ou écologique. Il y a donc une clause de non-régression. Si vous voulez faire mieux que la loi républicaine française, alors faites-le, comme on le fait par exemple dans les accords d'entreprise. Hein. Le principe de faveur, c'est la loi est la plus forte, la branche peut faire plus fort, peut faire mieux, et l'entreprise aussi, mais pas dans l'autre ordre. Voilà ce que j'ai à dire. Justement, allons directement sur d'autres cas d'autonomie. La Guyane, qui est très demandeuse d'un statut d'autonomie. Lors de votre meeting à Saint-Denis, vous avez dit oui à cette autonomie pour la Guyane. Mais qu'est-ce qu'on met dans l'autonomie ? La semaine dernière, il y a eu un débat très important à l'Assemblée nationale. Les élus guyanais qui demandaient à avoir l'autorisation à pouvoir explorer, voire exploiter des gisements de pétrole qui se trouveraient dans leurs eaux. Alors, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que la possibilité d'explorer ces ressources naturelles, est-ce que vous l'accorderiez à la Guyane, par exemple ? Alors, il faudrait pour ça changer la loi, parce qu'on commence par là. L'hypocrisie vient de ceux qui ont levé la main pour la proposition de loi qui avait été déposée dans le cadre du groupe communiste par les deux élus de la Guyane. Et puis, ceux qui ont levé la main pour dire qu'ils étaient d'accord avec, c'est ceux-là même qui ont voté la loi qui dit le contraire, qu'on n'a pas le droit. Donc, on a une question de fond, et elle est très disputée, parce que les deux députés guyanais ont raison sur un point qui est incontestable, c'est que la Guyane a été abandonnée. Et ce qu'ils disent, c'est laissez-nous décider nous-mêmes de nos leviers de développement. Non, ça n'est pas pensable, parce que la loi est la même pour tous. Et si la loi n'est pas la même pour tous, il y a donc un droit à différenciation qui fait qu'on s'interdirait de décider des choses utiles. Parce que dans cette affaire, ceux qui s'opposent, ce sont deux conceptions du développement. Et un parti pris, qui est mondial maintenant, de toute une série de secteurs politiques, dont les insoumis, pour dire nous voulons sortir de la civilisation du pétrole. Donc oui à l'autonomie de la Guyane, mais non, vous ne toucherez pas au pétrole qui est peut-être dans vos sols. Je n'ai pas dit ça. Je vous dis qu'on nous a posé une question, et elle est tellement embarrassante que pour la première fois, ça ne s'est pas vu, mais ça existe, le groupe insoumis, tout le monde n'a pas voté de la même manière. C'est-à-dire que les deux élus de la Réunion n'ont pas participé au vote. Non qu'ils aient été indifférents à la question, mais comme eux-mêmes ne réclament pas l'autonomie pour la Réunion, ils ne voulaient pas donner le sentiment qu'ils allaient dans cette direction, ni non plus donner le sentiment qu'ils allaient contre l'opinion de leurs collègues de la Guyane, avec qui ils ont des relations politiques, d'amitié et de respect. Donc pour comprendre, autonomie à la Guyane, oui, mais la compétence sur les énergies... ça se discutera. Oui. Mais si vous voulez... Nous sommes nombreux à penser que c'est prendre un maximum de risques. Et puis, il y a surtout une chose qui, je crois, a échappé au débat. Si il y avait une exploitation du pétrole, cette exploitation n'appartiendrait pas à la Guyane. La Guyane, jusqu'à preuve du contraire, c'est le territoire de la France. Et par conséquent, c'est la France qui aurait les royalties du pétrole. Donc, cet élément doit être pris en compte. Mais je ne veux d'aucune façon esquiver le fond. Nous sommes hostiles à ce que dans cette partie du monde comme dans le reste, on se met à exploiter. Surtout quand on voit ce que font les compagnies qui sont présentes dans la région. Je pense à Exxon et à d'autres. Alors, Total a dit il n'y a pas de pétrole. Ça fait rêver quand même les pays alentours, le Guyana, le Suriname, qui sont relativement pauvres, qui ont des perspectives très réjouissantes pour la suite. On termine cette partie autonomie avec une question d'Hervé Mariton, le président de la Fédération des entreprises d'outre-mer, sur la question évolution statutaire. MEDEF, pas des entreprises, parce qu'il y a des petites et moyennes entreprises. Voilà, c'est l'équivalent du MEDEF ultramarin, c'est la FEDOM, on l'écoute. Bonjour Monsieur Mélenchon, on va parler économie. Je pense que nous serons d'accord pour trouver que la situation économique des Outre-mer n'est pas satisfaisante du tout. Un chômage élevé, la vie chère. Pour nous, entreprises des Outre-mer, la solution, c'est le développement de l'activité, le développement des entreprises, la création d'emplois, en particulier pour les jeunes, dont le chômage est extrêmement élevé. Et pour vous, le problème, c'est qu'on a l'impression que la priorité, ça serait l'évolution des institutions. Vous l'avez redit l'autre jour. Mais, M. Mélenchon, est-ce que vous croyez vraiment que des changements institutionnels vont créer des emplois ? Voilà, réponse, Jean-Luc Mélenchon. D'abord, je dois dire ma fascination pour la finesse de la question. Alors, je vais lui répondre aussi complètement que possible. Il est, d'une manière générale, Monsieur Mariton, il faut écouter ce que disent les autres et discuter de ce qui est mis sur la table, pas des fantasmes qui vous animent dans cette circonstance. Voyez-vous, vous me demandez, est-ce que l'autonomie va créer des emplois ? Oh là là ! Alors, je vais vous dire de quelle autonomie parlez-vous. Si c'est l'autonomie énergétique, alors la réponse est oui.
parce qu'il faudra maintenir les installations. Là, on parle statut si d'autonomie. c'est l'autonomie économique, au sens de produire ce dont les territoires ont besoin, bien sûr que ça créera des dizaines d'emplois. Mais si c'est l'autonomie politique, alors c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à ceux qui la demandent. Parce que ceux qui la demandent, c'est eux qui l'exerceront. Par conséquent, peut-être qu'ils auront des politiques de gauche qui développent l'emploi, ou bien ils auront des politiques de droite qui le tuent. Parce que voyez-vous, Monsieur Mariton, vous n'avez pas manqué des occasions de faire valoir vos talents dans les territoires et départements d'outre-mer. Et croyez-moi, je n'ai pas envie de me fâcher avec vous. Mais enfin, il y a naguère, il n'y a pas longtemps, vous étiez en Guyane et vous disiez le principal problème de la Guyane, c'est que les jeunes n'ont pas accès au niveau des qualifications dont on aurait besoin. Vous avez 1000 fois raison. Mais à quoi serviraient des qualifications s'il n'y a pas de perspective? Autrement dit, il faut la planification. Pour que la planification soit efficace, il faut que ceux qui acceptent la planification et ses directives soient récompensés par des aides et que ceux qui ne veulent pas le faire n'auront pas d'aide. Et c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire. Alors, l'autonomie, c'est pas secondaire. Enfin, c'est un tout, en tout cas. Non, vous avez des gens qui se fichent complètement du développement économique. Ils pensent que on fait le marché, tout est libre, on rentre et on sort comme on veut, et puis, miracle, les affaires se mettent à marcher. Ce système, non seulement n'a jamais marché nulle part, mais a quasiment détruit notre pays, ici, l'Hexagone. Donc, M. Mariton, je l'espère, fait partie de ces gens raisonnables qui comprennent que l'économie sans l'État, ça n'existe pas longtemps, parce que ça devient une loi du plus fort, du plus violent, et comme aucun des territoires et départements d'outre-mer n'est en situation d'être le plus fort sur quoi que ce soit, même la Calédonie avec son nickel, ce qui vient d'être prouvé dans la bataille de tarifs du nickel avec l'Indonésie. Donc vous voyez, mieux vaut que vous ayez un État qui fait son travail, c'est-à-dire qui, après avoir discuté évidemment, trace des perspectives. En Guyane, il y avait un accord, Monsieur Mariton. Tout le monde était d'accord. Sur l'autonomie. Le syndicat des avocats, le MEDEF du coin, les gens qui étaient sur les barricades, il y avait un programme commun. Pourquoi vous n'êtes pas là à dire « mais pourquoi on ne l'applique pas ?» puisque nous l'avons signé. Vous ne demandez rien, sinon tout le temps la même chose qui est absurde. Et je veux terminer là-dessus en vous mettant, Monsieur Mariton, en vous taquinant seulement. Mais je veux dire, une fois de plus, vous réclamez, et vous avez obtenu, par exemple pour Mayotte, et pour La Réunion, vous obtenez des dégrèvements d'impôts. Mais la minute qui suit, après avoir diminué les recettes, vous voulez augmenter les dépenses de la France en disant « ah oui, mais il faut nous donner des sous pour faire ceci, pour faire cela ». Alors je crois que ça n'est pas raisonnable de votre part, et je vous invite à considérer ce que je dis et fais réellement, et non pas les fantasmes qu'on agite devant vous. Eh bien, pour terminer, vous avez parlé de Mayotte. J'aimerais qu'on parle de Mayotte parce que c'est un département qui ne veut surtout pas entendre parler d'évolution statutaire, contrairement à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Mayotte, où la question de l'immigration est omniprésente, où on parle aussi beaucoup de la reconstruction après le cyclone Chido d'il y a 1 an et demi, cette reconstruction qui tarde. Et Mayotte aussi, qui est le plus jeune département français, ou Mayotte, qui est comorienne, a dit le ministre des Affaires étrangères des Comores il y a quelques jours. Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il faut rompre avec les Comores qui ne reconnaissent pas Mayotte, ou est-ce qu'il faut au contraire renforcer le dialogue avec ce voisin? Si les Comores étaient si avenantes pour Mayotte, ils se soucieraient d'abord d'en être aimés, et peut-être même d'être désirés. Ce n'est pas le cas. Que voulez-vous que je dise? C'est la même chose que la Corse. Vous m'imaginez, pour débarrasser la France d'un problème, parce que ça fait quand même mauvais genre d'être à l'ONU en train de se faire mettre en cause par un pays, ça, c'est pas la vocation de la France. Le droit international, c'est votre oui, dada, mais Mayotte est contesté du point de vue de la France. Bien sûr, alors donc j'arrive et puis je dis aux gens, écoutez, comme moi ça m'est désagréable, allez-y, partez aux Comores, ce serait pas sérieux. Il y a eu un vote et une histoire... Rassurez-les ou pas, Mayotte est française. Avec vous, le restera. Jusqu'à ce qu'ils demandent autre chose. Ouais. Mais c'est pas moi qui vais aller leur dire « vous n'êtes plus français ». Certainement pas. Certainement pas. Alors il faut évidemment traiter avec toute la zone. Mais vous savez, les Mahorais, il faut les prendre au sérieux. Et hommes et femmes. Parce que l'indépendance a été refusée sur la base des mobilisations féminines essentiellement à Mayotte, avec une méthode de combat féminin unique au monde, qui a été les commandos de Chatouilleuse. En 30 secondes, quel est le message, qu'est-ce qu'a à dire la Nouvelle-France à Mayotte, justement? La Nouvelle-France, d'abord, c'est un concept qui englobe tout ce qui est nouveau en France. La situation des femmes, des jeunes, des personnes âgées, et puis notre lien à nos ancêtres. Mais là, le message décolonial a du mal à passer à Mayotte.
eh ben, il va bien falloir qu'il passe. Parce que nous prendrons les dispositions pour que la situation soit révisée au peigne fin pour voir tout ce qu'il peut avoir de colonial dans la relation de la France avec Mayotte. Et permettez-moi de vous dire que je ne crois pas que ce soit à cette étape la principale tare. La principale tare, c'est l'indifférence. C'est loin, on s'en fiche. C'est d'abord le développement. Eh bien, écoutez, bien sûr, et d'abord la formation des jeunes. La plus grande richesse d'une nation, c'est sa jeunesse. Alors, il faut arrêter de faire grise mine à tout ce qui naît. La France a besoin de ses enfants. Et les maltraités, dissuadés par la violence, les gens, tout ça, c'est... Alors après, il y a des dispositions à prendre. Je trouve anormal qu'on dise, comme quelqu'un va en prison à Mayotte, au bout d'un moment, on lui dit, bah va à la Réunion. Non, si on doit les mettre quelque part, eh bien, ce sera peut-être sur le territoire de l'Hexagone. Mais j'ai quelque chose à dire. On va terminer. Vous ne parlez pas assez du plus grand territoire d'outre-mer, la région Île-de-France. Et permettez-moi de vous dire que là aussi, c'est le sentiment de l'humain qui doit l'emporter. Quand quelqu'un meurt, c'est un casse-tête pour ramener le corps au pays. Quand on veut aller voir la tata, le tonton, les grands-parents, le cousin qui est né dans l'année, ça coûte un fric fou. Les gens n'y arrivent pas. Alors la continuité territoriale, moi je suis pour qu'on commence à en discuter. Et qu'on arrête les monopoles qui aboutissent à ce résultat que les prix sont hors de prix et que les gens ne peuvent pas se déplacer. Par conséquent, nous remettrons ce sujet sur la table. Ça suffit de profiter de la situation pour accumuler des profits. Et je crois qu'on peut trouver une solution parce que la région est très bien dirigée. La Réunion, c'est un exemple de bonne qualité de la gestion. Et je pense qu'avec eux, avec les élus locaux, il y a vraiment moyen de trouver une solution. Eh bien, ça fera partie des propositions, j'imagine, dans le cours de votre programme, campagne. Merci beaucoup. Il y en a trop maintenant dans le programme parce qu'avant, on avait une formule générale qui occupait 5, 6, 8, 10 pages. Là, le générique est parti depuis un moment. Pouf, il y en a pour chaque territoire. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'être passé nous voir. Vous étiez face aux Outre-mer. À bientôt. À bientôt.